Donc, ça y est, l'enregistrement est lancé. Donc, je recommence rapidement. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire eTwinning et Convoi 77, donc qui se déroulera en 3 parties avec une petite présentation rapide d'eTwinning pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien le dispositif. Ensuite, Claire Poditi, qui est là avec nous, le responsable pédagogique de l'association Convoi 77, vous parlera un peu plus de l'association, du projet Convoi 77 et des possibilités d'accompagnement qu'il vous propose. Et ensuite, nous avons Victor Clos Amiot, enseignant d'histoire-géographie, qui vous présentera son projet mené récemment, donc un projet de biographie. Et nous avons de la chance parce que nous avons 2 anciens élèves aussi qui ont vécu ce projet. Donc, je vois les noms, c'est Yasmin et Elia. Yasmine et Elia, bonjour. Merci d'être là. C'est intéressant d'avoir le retour des élèves sur un projet e-training. Donc, c'est vraiment une plus-value. Merci à vous d'être là. Donc, je vais commencer rapidement. Ce que je vous propose, donc, si vous avez des questions, c'est de les noter dans la conversation de la réunion. Et nous pourrons également ouvrir les micros à la fin de la présentation pour vos réactions et vos questions aussi. Donc, moi, je voulais vous parler assez rapidement d'e-twinning. Donc, je sais qu'il y a des gens ici qui connaissent déjà qui connaissent le dispositif et qui sont expérimentés. Il y a des gens qui connaissent peut-être un peu moins, donc juste pour vous situer les choses. Donc, ce que c'est e-twinning. Donc, e-twinning, c'est un projet européen. C'est un projet européen qui a commencé en 2005 maintenant. C'est un projet, c'est un dispositif européen qui est intégré maintenant au programme Erasmus+. Et qui propose aux enseignants de mener des projets collaboratifs avec des partenaires de toute l'Europe et même au-delà des frontières de l'Europe, puisqu'il y a des pays voisins qui sont également dans le dispositif e-twinning. Donc, à ce jour, nous sommes à 46 pays ou territoires qui sont partenaires dans e-twinning. Les projets collaboratifs donc, peuvent être toutes disciplines. Donc, bien sûr, on pense aux enseignants de langue qui trouvent assez facilement des projets d'échange, mais on peut faire des projets en histoire-géographie, en français, dans les disciplines scientifiques également. Et je dirais même que le dispositif e-twinning se prête particulièrement bien aux projets interdisciplinaires qui mélangent plusieurs disciplines. C'est un dispositif qui est proposé à tout l'enseignement scolaire, donc des classes de maternelle au lycée. Donc, vous pouvez faire un projet à tout niveau. Et e-twinning, c'est aussi une communauté forte d'enseignants européens. Donc, vous avez la possibilité d'échanger avec vos pairs via la plateforme et via vos projets e-twinning. Donc, ça, c'est aussi un aspect qui est vraiment fort dans e-twinning, cette notion de communauté et de partage de pratiques, d'expertise, etc. Alors, qu'est-ce que c'est un projet e-twinning rapidement? Un projet e-twinning met en œuvre de la pédagogie de projet dans le but de rendre des élèves acteurs de leurs apprentissages. Donc, on commence avec une idée de projet et souvent, les activités sont basées sur des activités collaboratives. Donc, on essaye de mettre des élèves en équipe internationale ensemble pour créer des productions dans ce projet. Comme je vous disais, e-twinning, ça permet de l'enseignement interdisciplinaire. E-twinning, ça permet d'enseigner ces contenus disciplinaires, mais bien sûr, ça permet aussi d'enseigner de nombreuses compétences, les compétences du XXe siècle, comme la créativité, les compétences numériques, la communication, le travail en équipe, l'autonomie des élèves, l'esprit critique, la citoyenneté, comme par exemple, notamment dans ce projet. Donc, l'idée d'un projet d'e-twinning, comme je vous dis, c'est des classes partenaires qui travaillent ensemble pour aboutir à une production commune.
une production commune, donc qui peut prendre la forme de supports très variés, donc des textes collaboratifs, des pièces de théâtre, des jeux, des chansons, de la musique. On peut vraiment imaginer toutes sortes de productions dans un projet e-twinning. Je fais une petite pause pour faire, je vois qu'il y a quelques personnes qui étaient encore dans la salle d'attente pour les faire entrer. Bonjour et bienvenue. Nous venons juste de commencer, nous faisions un petit exposé de ce que c'était un projet e-twinning pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien le dispositif. Donc, vous voyez à l'écran ce que ça permet de faire, un projet e-twinning basé sur de la collaboration qui permet d'enseigner les contenus disciplinaires, mais aussi diverses compétences. On aboutit à une production commune, et donc la pédagogie de projet, qui est particulièrement motivant pour les élèves. Et tout ça, c'est possible dans un espace de travail sécurisé, donc sur la plateforme, le European School Education Platform, donc qui vous permet d'avoir un espace de travail sécurisé pour des échanges entre vos élèves. C'est un espace où vous pouvez déposer vos documents, où les élèves peuvent travailler ensemble. Vous avez également la possibilité de faire des visios et de la communication entre classes. Donc tout ça dans le respect des RGPD et avec un accès qui est contrôlé par vous. Vous décidez qui a accès. Vous pouvez vendre des pages publiques pour montrer plus largement votre projet, vos productions, et vous pouvez garder des pages privées entre vous avec un accès uniquement aux membres du projet pour tout ce que vous décidez de garder entre vous. E-twinning, c'est un réseau d'assistance. Donc, moi, j'ai oublié, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Je suis Stephen Cudby du Bureau d'assistance nationale e-twinning France. Nous sommes basés à Chasseneuil-du-Poitou, sur la zone du Futuroscope. Et notre mission, c'est l'accompagnement des enseignants, l'accompagnement technique et pédagogique pour vos projets. Et nous faisons également des formations sur l'utilisation d'e-twinning sur les projets. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez notre site e-twinning.fr, donc avec des conseils pour débuter, des exemples de projets et toutes nos actualités, nos formations, ce qu'on propose à la fois à distance et en ligne. Vous avez des contacts en académie. Dans chaque académie, vous avez un correspondant académique e-twinning qui peut aussi vous accompagner dans votre projet et qui propose aussi des formations. Et vous pouvez nous contacter. Donc, si vous avez une question d'ordre général, vous avez l'adresse contact@etwinning.fr. Et pour tout ce qui est questions techniques, inscription sur la plateforme, utilisation de l'espace de travail, ou aussi des questions pédagogiques, comment monter un projet, quel type d'activité je peux utiliser, vous pouvez contacter assistance@etwinning.fr et vous pouvez également me contacter directement, donc à l'adresse que vous voyez sur l'écran, steven.cudby@réseau-canopé.fr. Je mettrai tous ces liens dans la conversation, donc comme ça vous pouvez avoir directement accès. Et nous partagerons l'enregistrement et l'ensemble des supports après le webinaire. Donc, pour la partie e-twinning, pour moi, c'est terminé. Je ne voulais pas prendre trop de temps parce que il me semble que la partie, ce qui va être intéressant, c'est de voir vraiment cet exemple, comment on peut travailler avec l'association Convoi 77. Et donc, je vais passer la parole à Claire Podetti et je vais également projeter donc sa présentation. Alors, merci Stéphane, merci, bonjour à tous et à toutes. Moi, je ne suis pas très douée, donc c'est Stéphane qui va projeter mon diaporama parce que je n'ai pas réussi à partager mon écran. Donc, comme Stéphane l'a dit, je suis à la fois conseillère pédagogique du projet Convoi 77 et en même temps, comme vous, à mi-temps aussi enseignante dans un petit collège de banlieue parisienne.
Alors, en fait, moi, j'ai un petit peu intitulé comment aborder l'histoire de la Shoah. Voilà, c'est la première diapo, par l'étude de destin individuel. Donc, ce qui est le projet Convoi 77. En fait, et je vais vous montrer de façon assez générale comment on peut l'aborder. Et puis après, Victor vous montrera, parce qu'il a fait une très très belle réalisation. Et en plus, s'il y a 2 élèves, c'est juste génial, puisque c'est vraiment le but de ce projet que d'impliquer les élèves. Alors, bah, peut-être la diapo 2, en fait. Ce projet, donc, il est né en 2015 sur l'idée de Georges Mayer comment est-ce qu'on pouvait, suite aux attentats, essayer de sensibiliser peut-être différemment les jeunes, au-delà des cours. Donc, il n'est pas du tout question de supprimer le cours. C'est même d'abord par le cours d'histoire qu'on commence quand on fait un projet Convoi 77. Mais l'idée était, est-ce qu'on peut sensibiliser autrement et peut-être en travaillant à l'échelle de destin individuel sur un des déportés du convoi 77. Alors la diapo 3, donc en fait, ce convoi, le convoi 77, c'est le dernier grand convoi qui est parti de France vers Auschwitz. Il y en a eu encore un autre après, mais beaucoup plus petit. Donc le 31 juillet 1944, et c'est dans ce convoi que se trouvait le père de Georges Mayer, d'où évidemment l'idée de travailler sur le convoi de son père. Lui est revenu, hein, donc il est survivant. C'est un convoi assez emblématique puisqu'on trouve plus de 300 enfants. On est à un moment où les Allemands ont perdu la guerre et pourtant ils continuent de déporter massivement. L'assassinat des Juifs reste une priorité alors que la guerre est perdue. Et donc Alois Brunner, qui à cette époque dirige le camp de Drancy, va faire rafler tous les orphelinats de Lugif. Et là se trouvent des enfants dont les parents, donc une grande partie des parents ont été raflés à la rafle du Veldiv en fait, et ont déjà été déportés, mais les enfants sont nés français. Bon, voilà, donc c'est aussi intéressant de travailler sur ces cas particuliers. 32 nationalités, c'est aussi un petit peu un kaléidoscope de la France des années 40, avec des gens qui sont venus d'un petit peu partout. Et donc, c'est aussi intéressant de travailler pour ça. On va le voir sur ce convoi. Alors, la diapositive d'après, en fait. Donc, l'idée, c'est quand vous vous inscrivez à notre projet, de réaliser une biographie d'une des 1306 personnes que les Klarsfeld ont recensées et de faire un travail d'histoire locale, de micro-storia, puisque si on peut, on choisit un déporté qui est né, a vécu ou a été arrêté là où se trouve votre établissement scolaire. D'où des projets binationaux, puisque 32 nationalités, ce sont des déportés qui sont nés à l'étranger et qui sont venus en France, ont été arrêtés en France et ont été déportés de France. Donc, on a des projets qui s'adressent aux collégiens, aux lycéens, c'est le même projet, aux lycées professionnels, et on a même des étudiants aujourd'hui de prépa. Alors moi, je parle encore de Cagnes, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Et même des étudiants d'université qui se lancent également dans le projet. Alors, la diapo d'après, donc le contrat, quand vous vous engagez dans notre projet, c'est de rédiger donc une biographie. Nous, on vous donne les premières archives. Ce sont les dossiers de camp. Je vais vous expliquer un petit peu ce que sont ces dossiers. Donc, sur certains déportés, on a beaucoup de documents, sur d'autres, moins. Et mon rôle à moi, c'est de vous aider à trouver d'autres archives pour pouvoir écrire une biographie et qu'elle soit publiée sur notre site. Donc, vous voyez ici un exemple. C'était un projet binational, donc franco-autrichien. La biographie a été publiée donc en français et en allemand, évidemment, puisque les élèves du lycée allemand l'ont traduite dans leur langue, et puis les élèves du lycée français, évidemment, l'ont faite en français. Ça, c'est le minimum, c'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il y ait quelque chose qui soit publiable sur notre site. Mais si on passe à la diapositive suivante, on a des collègues qui mettent des podcasts, on a des collègues qui ont fait des films sur la biographie en fait qu'ils ont réalisée.
Donc tout est possible. On a des BD, on a des supports qui sont, vous pouvez choisir et vous êtes les mieux placés pour savoir ce que vous avez envie de travailler avec vos élèves, mais il faut au moins une biographie historique, puisque ça, c'est ça qu'on veut avoir. Alors là, vous voyez, la biographie a été traduite en polonais, donc on a également un site en polonais, et toutes nos biographies sont traduites en anglais. Après, on essaye selon les pays. Donc, quand c'est des pays de langue arabe, les biographies sont également systématiquement traduites. Et puis après, c'est un petit peu au gré des rencontres que l'on fait. Toutes les langues ne sont pas encore présentes, mais à terme, l'idée, ça serait peut-être de publier les biographies, si la personne est originaire d'un autre pays, dans la langue en fait du pays. Alors, diapositive suivante. Donc, le programme aujourd'hui a démarré dans 20 pays, et pour ça, eTwinning est d'une aide précieuse, hein, puisque ça nous permet en fait de balayer et d'avoir des établissements un peu partout. Nous aussi, moi, je voyage pas mal en Europe pour essayer d'avoir des partenaires dans d'autres pays, là où sont nés les déportés du convoi 77. Aujourd'hui, donc vous le voyez, 437 biographies sont en ligne. On a beaucoup de biographies qui arrivent en fin d'année, donc je pense qu'on va arriver là en juillet ou en août, on sera à 460 ou 470 biographies. On essaye de développer des projets binationaux de plus en plus, notamment dans le cadre d'eTwinning ou d'Erasmus. Les deux, pour l'instant, on est sur ces deux fronts, et on a 300 projets en cours de réalisation. Mais encore la joie, il y a encore 2 ou 3 collègues qui se sont inscrits là pour mener un projet l'année prochaine. Alors, sur la diapo d'après, vous voyez en fait notre site. Quand vous allez sur notre site convoi77.org, vous avez la liste de tous les déportés. Et vous le voyez, quand au bout de la ligne, il n'y a pas du tout de croix, ça veut dire que les biographies sont encore à faire. Et par contre, quand on se trouve sur le dernier, Gérard Brandt, il y a une petite croix grise. Ça veut dire que la biographie est en cours d'étude. Et quand elle est bleue, ça veut dire que la biographie a été réalisée. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous avez accès à la biographie rédigée par les élèves d'un collège ou d'un lycée. Et quand la croix est orange, c'est que la biographie peut être complétée. Alors, la diapositive d'après, donc les 3 finalités de ce projet, c'est mieux comprendre l'histoire de la Shoah en travaillant sur la micro-histoire. Donc là, j'en ai un petit peu parlé à l'échelle de destin individuel, puisque quand on se lance dans le projet, on va travailler sur une personne. Parfois, c'est une famille. Alors après, ça dépend. Cette année, on a des collègues qui m'ont demandé de travailler sur des résistants, et on en a beaucoup dans le convoi 77, évidemment. L'année prochaine, pour être en accord avec la mission qui part sur les 80 ans des commémorations, on va travailler sur les survivants du convoi 77, et les collègues qui veulent participer au concours de la résistance peuvent comme ça participer aussi au concours de la résistance. Alors à l'échelle de destin individuel, c'est intéressant parce que faire un petit peu de micro-storia, de comment dans le territoire du collège, les lois se sont appliquées. C'est ce que montre Laurent Joly et qui est assez intéressant, c'est-à-dire c'est aussi cette liberté d'action qu'avaient les personnes. C'est ce commissaire qui va prévenir les gens au Veldiv la veille en disant qu'il va y avoir des arrestations le lendemain, ou cet autre qui le lendemain à 5 heures du matin donne des outils à ses agents pour aller défoncer des portes. Donc là, on voit, quand on étudie des destins individuels, que parfois, même à l'échelle d'une famille, il y a eu des choses très, très différentes. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, nous. C'est aussi l'idée de travailler sur une histoire européenne longue, puisque 32 nationalités, donc vous pouvez travailler sur quelqu'un qui est né à l'étranger, et de travailler sur l'histoire des migrations. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est aussi intéressant. Le deuxième point, c'est initier les élèves à la recherche historique, puisque nous vous fournissons les archives, les premières archives. Et moi, mon rôle, c'est évidemment de vous aider à trouver d'autres archives. Et c'est peut-être ça le plus intéressant, c'est-à-dire que quand on écrit la biographie, on écrit vraiment un texte historique, avec ses notes en bas de page, avec ce qu'on ne sait pas, ces trous, ces vides de l'histoire. C'est ça aussi la Shoah. Alors, par exemple, quand on travaille sur un enfant, souvent on a très très peu d'archives. C'est aussi cet effacement des traces
qui est intéressant dans ce projet, de montrer aux élèves comment un génocide, c'est pas seulement la disparition des personnes, c'est aussi des traces qui nous permettraient d'écrire leur biographie. Et puis rendre les élèves acteurs de ce projet, c'est le but d'eTwinning, c'est le nôtre aussi, c'est-à-dire que la rédaction, bien sûr que le prof est là aussi, mais elle est celle des élèves. Donc je vais vous l'illustrer moi rapidement puisque Victor le fera et encore mieux. Donc si on passe à la diapositive suivante, donc moi j'ai travaillé sur le tout premier projet sur Ida Grinspan. Il se trouve que moi j'enseigne en Essonne et qu'en Essonne, dans le département d'Essonne, il n'y a aucun déporté du convoi. Donc, j'avais demandé de travailler sur le père d'Ida Grinspan parce qu'Ida venait témoigner quand elle était encore en vie régulièrement. Et puis, on avait envie avec ma collègue de français qu'il y ait des archives familiales. Et puis, cette année, on a travaillé sur Périls en ville, donc une déportée venue de Roumanie, parce que j'ai rencontré Adriane, son arrière-petit-neveu au mémorial. Il venait déposer des archives. Et voilà, donc on a travaillé sur elle. Alors, la diapo suivante, donc moi, je travaille avec ma collègue de français. Donc, en fait, on commence toujours le cours en début d'année parce qu'on n'a pas encore abordé la Seconde Guerre mondiale en troisième. Donc, c'est ma collègue de français qui travaille sur la biographie, l'autobiographie. Et les premières questions vont être soulevées. Comment est-ce qu'on raconte un texte? Qu'est-ce que c'est qu'une autobiographie ou un témoignage? Donc là, je vous ai mis plusieurs ouvrages, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Les Presque Sœurs, c'est des trois petites sœurs du convoi 77. Donc, si vous avez l'occasion de le lire, c'est assez intéressant. Alors, la diapo d'après, donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur Ida, il y avait quelques archives familiales. Et puis, à droite, là, vous voyez sur l'écran, le dossier du SHD de Caen. Ça, c'est ce qu'on vous donne. En fait, ces dossiers, à la fin de la guerre, pour tous les déportés, que ce soit ratio ou politique, un dossier a été ouvert, plus ou moins complet selon les personnes. Donc on commence avec ce matériau-là. Et puis l'idée, donc diapo d'après, alors c'est bon, sur le Périls en ville, on peut peut-être aller un peu vite. Donc là, on avait également des lettres, ce qui était assez émouvant pour les élèves parce qu'on a retrouvé son écriture. Et si on va à la diapo d'après, donc moi, avec ce matériau-là, je mets les élèves en activité, donc par groupe, avec quelques questions qu'est-ce qu'il y a dans ces documents, qu'est-ce qu'on trouve sur notre déporté, quand est-ce qu'il a été rédigé ce document, et quelles questions ils posent. Alors pour des collégiens, il y a 1000 questions. Hein, nous, on a l'habitude de travailler sur des archives. Pour des collégiens, c'est très, très complexe, les archives. Donc il faut du temps pour comprendre. Et puis après, donc, pour la diapo d'après, on fait un brainstorming et on met en commun ce que chaque groupe a trouvé. Et en général, c'est vraiment la matrice de notre biographie. Moi, c'est un petit peu comme ça qu'on marche. Souvent, alors, en même temps, j'ai regroupé les archives par thématique et c'est ce qu'on va un petit peu développer ensuite dans notre écriture biographique. Et puis, alors, la diapo d'après, l'idée, c'est mon rôle là, au cœur de ce projet. Où peut-on trouver d'autres archives? Donc moi, je vous guide. Alors, pour le coup, là, je les connais très très bien, les archives maintenant. Mais c'est intéressant de questionner aussi les élèves parce qu'ils trouvent. Cette année, moi, j'ai une jeune élève qui a trouvé des descendants, par exemple. C'était assez fabuleux. Et en fouillant, on a des élèves qui sont hyper malins, qui vont trouver des choses. Et ça, c'est assez génial, en fait. Et après, alors diapo d'après, en fait, bon, alors je vais passer vite parce que donc on a trouvé des nouvelles archives pour Yankel. Et donc on va passer à la diapo d'après. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Bon, juste pour la petite histoire, on a trouvé que la mère d'Ida Grinspan, en fait, était divorcée d'un premier mariage. Donc on s'est posé la question avec les élèves, comment est-ce qu'on lui dit? Ça aussi, c'est intéressant parce que parfois on soulève des secrets de famille ou des choses qui bon, peuvent être. Enfin, on rentre vraiment dans l'intimité d'une personne. Et puis après, on passe à l'écriture biographique. Donc moi, j'ai fait un travail, je fais aussi un travail au Mémorial de la Shoah et on travaille vraiment sur l'écriture, c'est-à-dire peut-être la diapo d'avant, Steven, c'est-à-dire l'écriture de la bio avec vraiment ses notes en bas de page, ce qu'on sait, ce qu'on a retrouvé des archives. Voilà, là, vous voyez, c'est sur les hauts codes, mais vraiment, je leur montre ce que c'est qu'un texte d'histoire. Et ça, pour travailler sur les fake news, en EMC, pour les collègues de lycée, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'un texte historique tente de s'approcher au plus près de la vérité. Et tout ce qu'on ne sait pas, ben, on peut émettre des hypothèses,
mais en tout cas, on le dit. Ce sont des hypothèses. Alors après, donc la diapo d'après, on peut évidemment avec ce projet participer à tous les concours possibles. Donc on a tous les ans des lauréats. On a eu des prix académiques, des concours. Alors même, il y a des concours que je connaissais pas. Moi, le concours Gilbert Dru, c'est un concours sur la résistance dans la région Rhône-Alpes. Il y a plein de concours qui sont possibles et qui peuvent aussi intéresser les élèves. Nous, on en fait en interne. Donc cette année, on a fait une proposition de concours sur Paris uniquement, mais on le fera, je pense, dans d'autres académies. Et puis, si on continue, ça peut être évidemment l'oral du DNB ou du baccalauréat, peut-être la diapositive d'après. Donc, pour les élèves qui ont travaillé toute l'année, c'est le moyen de présenter ce travail à l'oral. Et tous les ans, nous, on a des élèves qui le font. Et pour le coup, ils ont énormément de choses à dire. Et puis même, alors, donc la diapo d'après, moi, j'ai une élève qui, pour son entrée à Sciences Po, dans le dossier, a mis à la question quand est-ce qu'elle avait rencontré les sciences humaines, eh bien, elle a dit, moi, c'est en travaillant sur le convoi 77 que pour la première fois, j'ai vraiment travaillé sur, à écrire de l'histoire et puis à travailler sur des sources. Voilà, donc ça, c'est également des possibilités peut-être un petit peu plus larges. Et pour conclure, donc, ce projet, il est soutenu, j'aurais dû peut-être commencer par ça, par le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on a le label de la mission des 80 ans, par la DILCRA également. Donc là, on a vraiment un soutien total. Et alors, que fera-t-on? Donc, si vous voulez, l'idée, c'est évidemment de poursuivre le travail de Serge Klarsfeld, de donner vie à ces noms qu'il a retrouvés, à ces photos. Après, de ce matériau, de ces 700 biographies-là qu'on va commencer à avoir, on est en train de demander à des historiens qui travaillent avec nous, Laurent Joly, Alexandre Doulus, Sandrine Labo, donc qui sont, dès qu'on a un problème d'ailleurs, moi je m'adresse à eux quand c'est un petit peu trop pointu, peut-être de faire une entrée prosopographique, les femmes, les enfants, les résistants, vous voyez, des thématiques qui nous permettront de connaître un petit peu plus ces destins individuels. Et puis, alors ça, moi, je défends ça, c'est-à-dire d'écrire à la fois une histoire commune, mais aussi de rendre cette mémoire vivante. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans le cimetière d'Auschwitz, qui est important comme lieu de mémoire, mais ce que ces jeunes écrivent, c'est aussi quelque chose qui va rester dans la mémoire et qui est écrite par des jeunes au XXIe siècle sur le génocide de la Shoah. Et quand c'est des projets binationaux, c'est fabuleux parce que là, pour le coup, on est vraiment dans une mémoire commune. Voilà, j'en ai terminé. Merci Claire, merci beaucoup. Alors, donc il n'y a pas de questions posées dans la conversation pour le moment. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et puis on prendra le temps de répondre. Et du coup, on va passer à Victor. Et donc, je vais afficher sa présentation. Donc, vous allez vraiment voir un cas particulier, de bien voir ce que ça peut donner, ce travail mené par Victor et ses élèves. Et donc, voilà, je te laisse la parole, Victor. Merci beaucoup. Alors, le projet, pour moi, il a commencé lors de l'année scolaire 2021-2022 avec un appel à candidature qui était, je crois, de mémoire sur eTwinning. Et le voyage a été... Il y a un voyage dans l'histoire, je vais y venir, mais le voyage devait avoir lieu cette année-là. Il a été décalé une première fois en raison du Covid et finalement, il s'est fait du 23 au 25 septembre 2022. Et il avait lieu, ce voyage, à Sopot, sur les rives de la mer Baltique, en Pologne. Donc, c'est un séminaire qui avait été organisé par eTwinning. L'idée, c'était de pouvoir rencontrer les collègues polonais et français avec lesquels on allait travailler tout au long de l'année, et puis ensuite, tous ensemble, se mettre d'accord sur la manière dont on allait travailler. Donc, on était des enseignants français et polonais. Au fur et à mesure de l'année, je crois qu'il y a une professeure belge une classe de Belgique qui s'est rajoutée au projet.
Et en Pologne, on a été divisé en 4 groupes. Les professeurs de maternelle, de primaire, du collège et du lycée. Et chacun des 4 groupes avait en fait un projet différent. Et donc pour les professeurs du lycée, le projet, donc c'était ce projet Convoi 77. Le projet maternel, par exemple, ça n'avait absolument rien à voir avec ça, bien sûr. Donc c'était vraiment un projet par niveau ou par cycle. Dans le groupe des professeurs du lycée, je me souviens qu'on était essentiellement des professeurs d'histoire géo ou d'anglais. C'est le cas aussi pour moi. Moi, je suis professeur d'histoire-géographie, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais dans un lycée des Yvelines. Et cette année-là, j'avais une classe de terminale. Donc, ce qu'on a fait, en fait, le but aussi de ce voyage en Pologne, c'était, alors, il y a eu des activités pour briser la glace. C'est vrai que je t'ai pas dit, Stéphane, mais tu pouvais passer à la diapositive d'après. Euh, et voilà, donc, ou même à celle d'après, on peut avancer, hein, on va gagner du temps. Donc, on a eu, durant ce voyage, une présentation comme vient de le faire Claire, de l'association Convoi 77, depuis quand elle existait, en fait, tout ce que vient de dire Claire. Et c'est à ce moment-là, nous, qu'on a récupéré les archives qui existaient déjà, dont a parlé Claire également, sur les déportés sur lesquels on allait travailler. En fait, on a fonctionné en binôme, donc à chaque fois, on s'est mis un professeur français avec un professeur polonais. Et pour chaque binôme, on a eu l'identité d'un déporté du convoi 77. Là, si vous regardez sur l'écran, notre déporté, il s'appelait Abraham Skoroshot. Donc c'est un ancien déporté, enfin un déporté de ce convoi, qui est né, si vous regardez encore une fois sur l'écran, en Russie. On y reviendra, mais on verra qu'en fait le lieu de naissance, il a une importance assez particulière dans ce projet parce qu'il nous a donné pas mal de fil à retordre avec mes élèves qui sont présentes aujourd'hui. Ensuite, en plus des archives, ce séminaire de travail en Pologne, ça a été l'occasion de découvrir la nouvelle plateforme Nantes. Donc là, on était au mois de septembre 2022. Entre-temps, au cours de l'été, la plateforme, elle a complètement changé. C'est une toute nouvelle plateforme. Donc même pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Donc j'ai eu l'occasion de la découvrir. Il faut dire les choses, c'est qu'à ce moment-là, en septembre 2022, il y avait pas mal de problèmes techniques puisque la plateforme était en train de voir le jour. Donc on a dû composer avec ça. Bonjour. On a dû composer avec ça. Mais maintenant, on est 1 an et demi après, tout est fonctionnel. Donc, il y a plus de problème. Je tiens à le dire pour les professeurs qui voudraient se lancer, tout fonctionne parfaitement. À Sopot, en Pologne, on a également ensemble créé une programmation de ce qu'on allait faire pendant cette année avec nos élèves, un calendrier avec des dates clés pour faire des points d'étape, des rendus finaux, etc. Et puis, on a mutualisé toutes nos idées d'activités parce que c'est l'avantage de se retrouver à plusieurs professeurs. On était au total une douzaine. C'est que, en fait, il y a 12 cerveaux pour réfléchir à autant d'activités possibles. Et c'était, pour ma part, en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça hyper formateur. Tu peux passer à la diapositive d'après, Stéphane. On a également mis en place la structure du Twin Space. Donc le Twin Space, en fait, c'est un peu l'outil de travail sur le e-twinning. C'est là où on va avoir des rubriques qui vont permettre d'évaluer l'avancée du projet, de catégoriser certaines activités ou leur production. Et puis, à la fin, c'est aussi là qu'on va avoir le projet final qui va être posté. Et ce Twin Space, si vous regardez sur la capture d'écran, il y a certaines catégories qui sont essentielles. Par exemple, celle qui est relative j'essaie de la chercher en même temps. Voilà, la numéro 6, à la sécurité sur Internet et au droit. Tout ce qui est RGPD, etc. En fait, c'est extrêmement important. Moi, je ne le savais pas au départ, mais dans le cadre ensuite d'une labellisation du projet, pour obtenir un label de qualité, il faut respecter un cahier des charges qui est très précis. Et donc, on aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est à ce moment-là, donc en Pologne, grâce à eTwinning et à ce séminaire, que j'ai appris tout ça. Et c'est des choses qui aujourd'hui me serviront quand je recommencerai un projet eTwinning. Voilà. Donc en Pologne, on s'est mis d'accord sur la production finale qui allait être de créer un magazine numérique
qui compilerait les 7 ou 8 biographies réalisées par les 7 ou 8 binômes franco-polonais. Donc nous, on avait notre binôme, mais à côté de ça, on avait notre déporté avec ma collègue polonaise, mais à côté de ça, les autres binômes allaient travailler eux aussi sur un déporté qui serait différent. On allait procéder en 2 phases. Pour ma part, je te laisse continuer, Stéphane. À ce moment-là, j'avais une classe de terminale qui était composée de 35 élèves et la collègue que j'avais avec moi en Pologne, elle avait une classe d'une douzaine d'élèves à peu près. Donc on s'est très vite confronté à un déséquilibre entre nos 2 classes. C'est pour ça qu'on a divisé le projet en 2 phases. La première, entre octobre et février, l'idée c'était vraiment de travailler avec tous les élèves sur la découverte des archives que j'avais pu récupérer en Pologne, la découverte de l'association, et puis les premières recherches, mais pas des recherches approfondies, mais vraiment les premières pistes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir chercher, etc. Et la deuxième, je l'ai menée avec les élèves volontaires. Donc là, on est passé de 35 élèves à un chiffre que je trouve très raisonnable, qui est de 6. C'est vraiment le nombre d'élèves que je m'étais fixé. Et avec ces 6 élèves, on a pu avancer en se réunissant un mardi sur 2 sur la pause du midi et en se répartissant les recherches à faire, etc. Donc je vais leur laisser la parole. Elles vont vous expliquer un petit peu la suite et puis je reprendrai la parole juste après. Est-ce qu'on peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît? Merci. Du coup, nous, on fait partie de la phase février, fin d'année, scolaire plutôt. Et du coup, on était 6 élèves contre... et du coup, là, c'était beaucoup plus homogène avec tous les autres élèves. Et du coup, c'était beaucoup plus simple au moment de travailler avec eux, puisque même s'il n'y a pas réellement eu beaucoup de communication entre les deux groupes, en raison de ce qu'on va expliquer plus tard. Mais voilà. Okay. Donc nous, à la différence des Polonais, c'est qu'on avait les archives du mémorial et eux, ils les avaient pas. Donc au tout début, on a dû tout réunir, tout analyser, voir quelle information on avait, quelle information il manquait, et traduire tout ça en anglais parce que c'est la langue du projet, et leur envoyer pour qu'ils puissent prendre connaissance de tout ça et regarder s'il n'y avait pas sur place des choses qu'ils pouvaient faire, des lieux dans lesquels ils pouvaient chercher des informations en plus. Ouais. Est-ce que vous pouvez mettre la slide d'après, s'il vous plaît? Voilà, donc ça, c'est les archives qu'on avait eues et on cherchait des informations dedans, comme par exemple, on avait la ville de naissance, la date de naissance, tout ça, mais c'était un petit peu brouillon, il fallait qu'on mette en place et qu'on organise vraiment tout ce qu'on avait pour se rendre compte de ce qui nous manquait réellement. Est-ce qu'on peut avoir le diapo d'après? Merci. Du coup, on a fait des cartes mentales, enfin chaque groupe, parce qu'à cette époque, on était encore par groupe. On a fait des cartes mentales pour un peu regrouper tout ce que chaque groupe avait trouvé par rapport à chaque archive. Et cette carte mentale nous a permis d'avoir une vision d'ensemble. On a ensuite envoyé aux Polonais pour qu'eux corrigent d'éventuelles erreurs que nous, on aurait fait. Puis nous, ils nous les ont à nouveau renvoyées pour après ensuite compléter avec ce qu'on aurait pu trouver entre-temps ou les liens qu'on aurait pu trouver entre différentes archives. Est-ce qu'on peut avoir la slide d'après, s'il vous plaît? Merci. Donc à ce moment-là, c'était la veille des vacances d'octobre, je crois. Et il y a monsieur Serge Jacupert qui était venu, donc il fait partie de l'association Convoi 77. Et pendant 2 heures, il nous a présenté l'association, comme ce que vous avez fait juste avant. Il nous a présenté le projet et le déporté qui nous avait été attribué, avec les informations qu'on avait dessus. Et il nous a expliqué, et notre prof aussi, quel était vraiment le projet qu'on allait faire. Et nous, c'était cette histoire de magazine avec des biographies. Et il nous avait aussi parlé de tout son parcours et de son histoire personnelle. Et il nous a donné des conseils pour mieux réaliser notre projet. Et à la suite de toute cette intervention, moi, j'ai fait un compte-rendu avec toutes les questions que les élèves avaient posées pour qu'on puisse mettre ça sur le site, sur le site de Convoi 77 et sur la plateforme eTwinning pour que chacun puisse se rendre compte de là où on était dans le projet. Je reprends la main. Je te laisse avancer, Stéphane.
On a également mené d'autres actions, aussi bien les élèves français que les élèves polonais. Et donc, si on se rend sur le Twin Space, on les a tout indiqués sur une to-do list, en fait, tout ce qu'on devait faire et tout ce qui était ensuite effectué. Donc là, vous voyez plein de coches vertes. Il faut savoir que si on remonte un an dans le passé, enfin un an et demi plutôt, elles n'étaient pas encore vertes, ces coches, et tout n'était pas effectué. Donc, c'est hyper important d'avoir ça sur eTwinning parce que en fait, à chaque fois, vous voyez des liens qui renvoient au bilan de l'activité ou au bilan de la sortie. Par exemple, les Polonais, eux, sont allés visiter le musée de la guerre à Gdansk, ou alors sont allés visiter le ghetto de Varsovie. Tout ça, en fait, il y a des traces sur le Twin Space. Nous, on a le bilan de la venue de Serge Jacoubert, qui a été rédigé par Eléa, qu'on vient de voir juste avant. On a la carte mentale qu'on retrouve également. En fait, on a pas mal de choses sur tout ce qu'on a pu mener pendant l'année avant d'aboutir au projet final, au rendu final. Est-ce que tu peux avancer encore une fois, s'il te plaît? Merci. Là, on va aborder vraiment la partie qui va concerner les recherches. Le constat que j'ai fait, c'était que c'était trop difficile en fait d'impliquer 35 élèves, alors qu'en face, on n'avait qu'une douzaine d'élèves polonais. C'était bien trop compliqué parce que forcément, comme tout enseignant, en fait, faire quelque chose qui va, enfin, donner une mission, par exemple, d'aller contacter un service d'archives ou d'aller contacter une personne à 35 élèves, ça allait être très vite injouable. Puis en plus, c'était un projet qui était chronophage. Les élèves passaient le bac à ce moment-là, donc forcément, le niveau d'intérêt des uns et des autres, il était différent et c'était tout à fait normal. Donc face à ce constat, la solution, elle était simple. En fait, c'était, comme je vous l'ai dit, de faire appel à tous les volontaires et de se réunir de temps en temps. Ça allait être aussi beaucoup plus simple pour moi pour coordonner un petit peu les recherches et voir où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on pouvait encore faire. Du côté de ma collègue polonaise, c'était à peu près pareil. Globalement, le principe qu'on s'était fixé, c'était que les élèves français allaient travailler sur le parcours de vie d'Abraham Skorochod en France et les élèves polonais allaient travailler sur son parcours de vie en Pologne. Parce qu'on n'en a pas encore parlé d'Abraham Skorochod, mais c'est le principe aussi de ce projet, c'est qu'il est né en Russie ou en Pologne, on va le voir, et il est venu ensuite en France. Je vous laisse la main. Du coup, forcément, nous, on reçoit les archives. Et en fait, en fonction des archives, il y avait différentes dates, il y avait différents lieux de naissance. Du coup, pour nous, c'était extrêmement flou et on a dû faire beaucoup de recherches par rapport à ça. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement, parce qu'il y avait aussi la question des frontières, etc., qui était différente. On ne sait toujours pas s'il est né exactement en Pologne ou en Russie pour l'époque. Et voilà. Je dis tout ça. Donc, grâce aux archives, on savait qu'il était né en 1883, sauf que sur certains documents, il était né à une date d'anniversaire et à une autre date, donc ça, on a déjà eu du mal à savoir quelle était la date précise de sa naissance, mais il y avait également des problèmes sur la ville de naissance, parce qu'il est né dans une ville qui s'appelle Nowogródek, sauf qu'il y avait un Nowogródek qui était en Pologne et un Nowogródek qui était en Russie. Donc maintenant, c'était en Biélorussie. Et on ne savait pas du tout duquel il venait. Et on a cherché. Donc Nowogródek de Pologne, c'était un village où il n'y avait rien. Et Nowogródek d'actuelle Biélorussie, c'était un endroit où il y avait une grosse communauté juive. Donc ça nous a permis de débroussailler ça et de trouver la réponse à notre question. Et on a dû aussi réfléchir à tout son parcours parce qu'il est passé par la Suisse, par Vichy, par Strasbourg. Il y avait même des traces de lui à Londres. Donc il fallait vraiment qu'on arrive à synthétiser tout ça et de manière claire. Donc, dans un premier temps, on a consulté les annuaires de commerce de Strasbourg pour avoir des informations sur son arrivée en France, donc depuis la Suisse jusqu'en France, quelle profession il avait, où se situait son lieu de résidence, son lieu pour son commerce. Et on s'est également servi de témoignages de personnes qui étaient là lors de son arrestation ou des personnes qui étaient là lors de son mariage. Donc tous ces témoins-là pour avoir plein d'informations et pour faire une biographie qui était la plus complète possible. Mais il y avait quand même des moments où on était face au mur parce qu'il nous manquait des informations et on n'avait personne vers qui se tourner pour les trouver.
Donc, le premier moment où on s'est retrouvé dos au mur, c'est, alors, les filles l'ont expliqué, c'était la question de son lieu de naissance, parce qu'elles vous ont expliqué qu'on avait deux Novogrodek. Il y a un deuxième indice qui nous a permis de nous orienter vers le Novogrodek d'actuelle Biélorussie. C'est en fait en consultant des fonds d'archives juifs et biélorusses, et on s'est rendu compte que le nom de famille Skorochod, il y en avait un seul dans la région du petit hameau Novogrodek en Pologne, et puis il y en avait énormément en Biélorussie, donc là, ça nous a aussi orientés. Une chose qu'on n'a pas dite, c'est vrai, c'est qu'on a été mis en binôme avec ce groupe de Polonais, parce que justement, ils venaient de la banlieue, enfin de la région du Novogrodek polonais, donc du petit hameau. Donc finalement, en fait, on s'est rendu compte qu'ils ne venaient pas du lieu de naissance d'Abraham Skorochod, très probablement. Le deuxième coup de massue qu'on a rencontré, c'est en fait qu'on a réussi à retrouver la trace de ses descendants grâce à un avis de décès paru sur Internet. Et sur cet avis de décès, on avait des prénoms. Des prénoms. Donc, on a cherché des prénoms, on a associé avec le nom de famille Skorochod, on a fait des recherches sur Google et on a trouvé la trace d'une descendante qui était sa petite fille de mémoire. Et en cherchant encore un peu plus, on a trouvé un numéro de téléphone. Et donc, là, c'est moi qui ai pris la main, j'ai appelé cette dame. Elle m'a répondu, hein, je lui ai expliqué la nature du projet, je lui ai expliqué qu'on faisait ça pour l'association Convoi 77, qu'on faisait ça avec des élèves de terminale. L'idée, c'était d'initier les élèves au travail de l'historien. Enfin bref, je lui ai tout expliqué sur le projet. Elle m'a dit qu'elle trouvait le projet très honorable, qu'elle était heureuse qu'on puisse travailler dessus, mais qu'elle ne pouvait pas me donner de réponse sur son grand-père pour l'instant, parce qu'il était nécessaire pour elle de faire appel à sa famille éloignée pour en parler vraiment en famille avant de revenir vers moi. Donc elle m'a dit qu'elle reviendrait vers moi. J'ai attendu une semaine, j'ai attendu 2 semaines, et au bout de 2 semaines, elle m'a rappelé. Et non, elle ne m'a pas rappelé, elle m'a envoyé un SMS pour être tout à fait précis. Et là, elle m'a dit merci pour tout, mais je préfère ne pas vous aider. Je préfère ne pas raviver le souvenir de ce grand-père, souvenir encore très douloureux dans la mémoire de ma famille, et on va s'arrêter là en quelque sorte. Donc là, en fait, pour nous, c'est vrai que ça a été un peu dur, parce que c'était vraiment notre... alors là, le diapo, je vais attendre qu'il revienne, mais on s'est vraiment... Oui, pardon, je remets ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop. On s'est vraiment dit, j'en profite, je continue pour l'instant, on s'est vraiment dit qu'on avait épuisé toutes nos cartes, parce que on avait contacté des synagogues, on avait contacté des médiathèques, des mairies, des fonds d'archives, le musée juif de Novogrodek en Biélorussie. Mais bon, alors, avoir des informations de Biélorussie dans le contexte actuel, c'était quasiment impossible. Mais vraiment, on s'est dit que là, contacter la petite fille d'Abraham, c'était notre dernière carte. Et finalement, on s'est retrouvé face à un refus qu'on respectait tout à fait, bien sûr, hein, mais ça a été quand même assez dur à encaisser. Et finalement, je me souviens qu'en Pologne, lorsqu'on préparait le projet, il y a une personne qui nous a dit une personne qui avait déjà mené ce projet, nous avait dit qu'il fallait jamais désespérer, que c'est au moment où en fait on a le moins d'espoir qu'il peut y avoir un petit élément qui va tout débloquer. Vraiment, de fil en aiguille, un petit détail qu'on pense insignifiant et qui finalement va débloquer tout le reste. Et au moment en fait où on était le plus dos au mur, c'est là que s'est produit en fait ce petit déclic qui ensuite a tout débloqué. Je te laisse passer à la slide d'après, s'il te plaît, et vous allez voir de quoi il s'agit. On avait donc comme dernier espoir pour progresser, notre dernière carte, c'était d'enquêter sur les témoins de l'arrestation. Au départ, on les a laissés un petit peu de côté, parce qu'on s'est dit que ce n'était pas le même nom de famille, qu'il n'y avait pas de lien, que c'était peut-être des témoins par hasard. Et puis là, on n'avait plus le choix, donc on a commencé à enquêter sur eux. Si vous regardez le deuxième témoin, la dame s'appelle Marie Demissier. Donc on a commencé à chercher sur elle. On a retrouvé des traces, un avis de décès, une commune, un petit village à proximité de Vichy, là où habitait Abraham Skorochod au moment de son arrestation. Donc on s'est dit, mais c'est parfait, on l'a retrouvé.
on a contacté le maire de ce petit village qui nous a aidés. Il nous a dit, écoutez, je vais voir si je retrouve des informations sur cette dame qui est morte il y a une quinzaine d'années, je crois, et je vous recontacte. Et en fait, on s'est rendu compte, grâce à la coopération du maire, que en fait, cette dame, c'était tout simplement un homonyme, même nom, même prénom, même région, et même période de vie à peu près, mais ce n'était pas celle qu'on recherchait. Donc, la Marie de Missier qui a assisté à l'arrestation d'Abraham Skorochod, on ne l'a pas retrouvée. Il nous restait donc Germaine Abo, la deuxième témoin, et là, on a aussi cherché son nom un petit peu sur Internet, et si on regarde la slide d'après, on tombe, en cherchant sur YouTube, sur une vidéo hommage à cette dame. Donc là, on s'est dit, c'est quand même fou. On imagine que cette dame est morte il n'y a pas très longtemps et que c'est quelqu'un de sa famille qui fait une vidéo à sa mémoire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté l'auteur de la vidéo. Et l'auteur de la vidéo nous a dit, mais oui, cette dame, c'est ma grand-mère. Elle est effectivement décédée. Et ce que je peux faire, c'est vous mettre en relation avec ma maman, donc la fille de cette dame, qui habite à Los Angeles. Donc là, on s'est dit, waouh, le projet prend une dimension internationale. Et donc, on a contacté Los Angeles. Et on a eu un retour de cette dame qui nous dit, et c'est une coïncidence assez extraordinaire, c'est une des plus belles histoires de ce projet, cette dame, elle nous dit en fait que Germaine, elle est donc la fille de cette Germaine Abo, elle n'a pas connu Abraham, cette dame-là, avec qui on est en contact. En revanche, la sœur de Germaine, donc la tante de cette dame, s'est mariée avec son fils après la guerre. Donc c'est une coïncidence assez folle. Je crois qu'on n'en revenait pas. Et finalement, grâce à ça, on a pu avoir énormément d'informations parce que la personne qu'on avait avec nous par correspondance, par email interposé à Los Angeles, connaissait très bien la famille, connaissait les enfants d'Abraham, connaissait la femme d'Abraham. Elle nous a dit des choses sur sa femme qu'on ne pouvait pas s'en douter, mais beaucoup de détails sur le caractère, sur les habitudes de la famille, etc. Et ça a été en fait crucial pour nous. Et de fil en aiguille, on a pu avoir accès à d'autres membres de la famille Skorochod parce que, alors nous, au départ, on s'est dit, mais en fait, non, la famille ne veut pas nous aider, donc ça sert à rien. Et cette dame à Los Angeles nous a dit, si, je vais vous mettre en relation avec, je ne sais plus qui c'était par rapport à elle, mais avec les arrière-petites-filles d'Abraham, je vais vous mettre en relation. Et nous a mis en relation. Donc on a eu contact avec les arrière-petites-filles d'Abraham. On leur a dit, écoutez, on a appelé la petite fille d'Abraham de l'autre côté de la famille. Elle nous a dit qu'elle vous avait contacté, etc. En fait, on s'est rendu compte que les arrière-petites filles n'avaient pas été contactées. Et elles, ça tombait bien parce que quelques jours ou quelques semaines avant notre appel, elles avaient entamé les démarches de se renseigner sur leur arrière-grand-père dont elles ne savaient rien. Donc finalement, le fait qu'on les contacte, c'était une belle coïncidence pour elles aussi. Et en fait, grâce à ces contacts à Los Angeles et ensuite avec les arrière-petites-filles d'Abraham, cette fois-ci au Luxembourg, donc un autre pays encore, on a pu en fait tout débloquer. Et donc les arrière-petites-filles ont accepté de nous aider dans cette démarche en se renseignant sur leur grand-père, en questionnant par exemple leur papa. Donc leur papa a connu Abraham, ou a connu en tout cas des témoignages autour d'Abraham, mais il ne pouvait pas communiquer avec nous parce qu'il était en très mauvaise santé à l'époque, l'été dernier. Mais elles ont accepté de nous aider, elles ont accepté d'aller chercher, d'aller fouiller dans des caves, dans des vieux cartons, etc. Et c'est comme ça qu'on a eu en fait plein de nouveaux documents sur Abraham. Si vous regardez là l'écran, à droite, ce sont des photos du magasin d'Abraham qui était tailleur, pillé une fois que les Allemands l'ont arrêté. Et ces photos, en fait, c'est vraiment des choses qu'on a pu découvrir grâce à la famille et qu'on n'avait pas eu dans le dossier d'archives en Pologne. Donc on a eu énormément de nouveaux documents et surtout, je pense que
l'objet, en fait, le document le plus précieux à nos yeux, c'est que grâce à ça, on a pu avoir une photo d'Abraham, parce que les arrière-petites-filles d'Abraham ont trouvé dans ces cartons en fait, des vieux négatifs qui n'étaient pas développés. Elles sont allées les faire développer chez un photographe spécialisé, et on a pu mettre un visage enfin sur la personne sur laquelle on travaillait depuis des mois. Je pense que là, on était au mois de mai à peu près quand on a eu les photos, donc il y a un an tout pile. On travaillait dessus depuis fin septembre, début octobre. Donc ça faisait peut-être 8 mois qu'on travaillait sur Abraham. On l'imaginait, mais enfin, chacun avait son propre visage en tête, je pense. Mais là, enfin, on a pu mettre un visage sur cet homme. Donc c'est assez phénoménal comme histoire. Alors, on a pu mettre un visage sur cet homme au cours des années 30, mais on a aussi eu une photo qui datait de 1914, donc dans sa jeunesse, lors d'un congrès de tailleurs, je crois que c'était ça, qui nous confortait en fait sur sa profession. Et on a eu aussi un diplôme, on a eu aussi accès à un diplôme de tailleur en Angleterre, donc dans une école anglaise. Donc là, on s'est rendu compte que Abraham Skoroshod était également passé par l'Angleterre. Donc voilà, on a eu plein de nouvelles pistes pour nos recherches. Je vous laisse la main, les filles. Du coup, après, le slide d'après, s'il vous plaît. Du coup, nous, on a abouti la biographie en la rédigeant et en illustrant du coup son parcours, notamment grâce à un géniali de la part des élèves français et de la part des élèves polonais. Ils ont réalisé une petite BD pour montrer son histoire très rapidement. Et du coup, on a pu développer un peu tout ce qu'on a su et mettre un peu une partie de créativité dans ce projet sur lequel on a travaillé pendant très longtemps. Et du coup, en fait, si vous prenez l'illustration que vous avez sur l'écran, si on revient à l'explication de cette illustration, c'est qu'on en était arrivé à un point où on s'est dit on ne pourra jamais trouver de photo d'Abraham. Donc en fait, les élèves polonais ont commencé cette illustration à partir de tout ce qu'on savait sur sa vie. Ils ont pris des photos de Novogrodek, des illustrations de Novogrodek sur Internet. Ils ont essayé de refaire quelque chose qui ressemblait. Ils ont essayé de construire un visage d'Abraham et de sa femme ex nihilo sans savoir que c'était son visage. Et l'idée, c'était vraiment de créer un visage à partir de rien parce qu'on était vraiment arrivé à un point où on désespérait presque. On se disait, mais on ne saura jamais à quoi il ressemble. Finalement, entre-temps, on a su à quoi il ressemblait. Le Geniali, vous pouvez cliquer. Alors, si on vous donne le diaporama après la présentation, vous pourrez cliquer dessus et ça vous enverra sur la présentation qu'a fait Yasmine et qui, en fait, retranscrit le voyage d'Abraham à travers l'Europe de sa naissance à sa mort, donc de France en Suisse, au Royaume-Uni, de Biélorussie, de Pologne en Suisse, au Royaume-Uni, en France, et puis jusqu'à sa déportation à Auschwitz-Birkenau, où il est décédé dès son arrivée. Si on regarde la slide d'après, on a accès aux productions finales de ce projet. Donc, si vous regardez à gauche, c'est notre magazine qui compile toutes les biographies, les 8 binômes de professeurs et les 8 biographies. Et à droite, c'est le lien vers notre biographie à nous, et vous pouvez découvrir donc, le visage d'Abraham Skoroshod qu'on a eu grâce à ces vieux négatifs trouvés au fond d'un carton. Donc vous pourrez y accéder, vous voyez qu'il y a les liens qui sont inscrits. Vous pourrez aller voir en détail les 8 biographies ainsi que notre biographie et puis l'avancée de notre projet. Sur la slide d'après, c'est un peu l'épilogue de ce projet et peut-être le plus beau moment aussi, c'est qu'on a pu rencontrer sa famille. Donc pour terminer l'année dernière, l'année scolaire de l'an dernier, on a fait venir ses arrière-petites-filles au lycée pour en fait un peu leur présenter la fin de ce projet, le rendu final. Et si vous regardez derrière nous, là sur le mur, en fait, c'est toutes les pages de notre biographie qui sont exposées depuis l'année dernière dans ma salle. On ne le voit pas, mais sur la gauche, il y a un grand portrait d'Abraham qui figure dans ma salle de classe depuis un an.
Donc moi, à chaque fois que je me balade dans ma salle, que je passe entre les rangs, je vois ce visage et je ne peux pas m'empêcher de repenser à tout le projet qu'on a mené l'année dernière. C'était un gros projet et honnêtement, je suis content qu'on ait pu aller à son terme et qu'on ait pu ben, trouver tous ces indices qui n'étaient pas gagnés d'avance. Donc on a rencontré les arrière-petites-filles qui sont venues du Grand Est et du Luxembourg pour nous voir. Elles étaient désireuses de poursuivre les recherches qu'on avait entamées, donc on leur a donné toutes les archives, tout ce qu'on avait pu récupérer jusqu'à présent. Par exemple, grâce aux archives de l'Eurométropole de Strasbourg, on avait pu récupérer un acte de mariage sur lequel figuraient des informations importantes comme l'identité des témoins de mariage, etc. Tout ça, on leur a redonné. Tout ce qu'on a pu acquérir au cours de ces 8 mois de travail, on leur a redonné. Et puis maintenant, ça leur appartient, c'est leur histoire familiale. Nous, on ne le connaissait pas, Abraham Skorochod, enfin, il ne nous connaissait pas, mais on a appris à faire connaissance avec lui d'une certaine manière. Donc c'est plutôt une belle histoire. Si on passe sur la dernière slide, on va s'intéresser rapidement à la suite, aux suites de ce projet. Donc ce projet, il a été labellisé. D'une part, il a obtenu le label de qualité nationale. C'était au mois de septembre dernier. C'était une belle surprise et une belle récompense pour les élèves qui se sont investis toute l'année. Et puis, au mois de janvier, il a été labellisé label de qualité européenne. Donc, c'est, on va dire, l'étape au-dessus. Et avec certains collègues, avec une collègue française et 2 collègues polonaises, on a participé au concours européen d'e-twinning, dont on attend encore les résultats. Je ne sais pas s'ils ont été s'ils ont déjà été divulgués. En revanche, quand je me connecte sur mon compte, là vous avez une capture d'écran à gauche, je vois que c'est encore en attente. Après voilà, on fait pas ça pour le concours, on est content d'avoir fait le projet, c'est du bonus, mais on serait heureux effectivement. Enfin, c'est une belle reconnaissance du travail qu'on a mené. Voilà. Donc, pour être labellisé, je vous le disais au tout début, il faut respecter un cahier des charges qui est extrêmement précis, donc que ce soit entre les liens entre les élèves français et les élèves polonais, la manière dont ils ont communiqué, les rubriques du Twin Space, etc. En fait, tout est bien expliqué. Je pense sur le site eTwinning, vous trouverez les pages qui permettent d'avoir des informations très détaillées et puis d'avoir également des fiches ressources, etc. On a eu ce label sans le prévoir, c'est-à-dire qu'à la base, on se lançait dans un projet sans avoir la prétention d'obtenir un label. On l'a eu, on est content et je pense que ça nous incite, enfin en tout cas moi ça m'incite à réitérer ce projet ou en tout cas à réitérer des projets e-tuning à l'avenir. Je vous laisse la parole les filles pour dire ce que ça vous a apporté. Bah, moi je sais que j'étais très, très heureuse parce que j'avais l'impression de faire partie de quelque chose d'important et qui nous dépassait un petit peu. Donc, tout ce travail de mémoire, en plus, on avait la spécialité AGGSP, et on a tout un chapitre sur la mémoire, donc ça nous a énormément aidé. On aurait pu l'utiliser pour l'oral du bac, justement, mais ça nous a aussi servi sur Parcoursup de pouvoir expliquer qu'on avait fait partie de quelque chose comme ça d'important, de complet. Et moi, je sais que j'ai adoré participer, que j'aurais beaucoup aimé qu'on puisse communiquer davantage avec les Polonais, mais c'était assez compliqué vu qu'on n'était pas assez nombreux, qu'à l'époque la plateforme n'était pas encore totalement finalisée. Mais c'était une très très bonne expérience. Et pour moi aussi, c'est une expérience très enrichissante aussi et qui m'a permis d'en apprendre aussi plus sur toute cette histoire de la Shoah. Et surtout d'être beaucoup plus... de base, elle est touchante, d'être encore plus touchée, puisque faire autant de recherches sur une personne en particulier, au final, on a un peu l'impression de la connaître. Et du coup, c'était un peu émouvant aussi quand on a pu trouver les dernières pistes qui nous ont un peu permis de compléter l'ensemble du projet. Et puis un dernier mot par rapport au lien avec les Polonais. Et Léa en parlait, ça a été compliqué de communiquer avec eux. Il y a aussi donc il y a la plateforme qui était encore en cours de finalisation et le fait que vous étiez une seule classe, mais ma collègue avait pris des élèves de différentes classes. Donc en fait, quand nous on se réunissait le mardi midi une fois sur deux,
eux n'étaient pas ensemble, etc. Donc c'est vrai que ça a complexifié les relations. En revanche, la première prise de contact, elle s'est faite par carte postale. Donc à l'heure où aujourd'hui les élèves sont sur les réseaux, etc., je pense que c'était sympa aussi d'avoir des traces de, de leurs échanges. D'ailleurs, je crois que les cartes postales apparaissent sur une des diapositives qu'on a passées. Mais voilà, c'était une belle prise de contact. Voilà pour nous. Merci beaucoup en tout cas. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là. Et puis je pense que Stéphane pourra vous donner mon adresse mail si vous voulez échanger à ce sujet. Oui, merci. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup, Yasmine et Elia, pour ce témoignage. On voit que je trouve que c'est passionnant de voir, c'est vraiment une enquête historique, voir une enquête quasiment policière, en fait, que vous avez menée. C'est vraiment passionnant, je trouve, et aussi émouvant, bien sûr, par le contexte. Et c'est un projet avec l'époque actuelle que nous vivons qui prend encore plus d'importance, je trouve, ce devoir de mémoire. Il y avait une question pour, je pense que Claire pourrait y répondre. Il y avait une question dans la conversation. C'était Tiffany qui demandait, est-ce qu'on peut travailler sur plusieurs déportés pour impliquer plus d'élèves ou vous le déconseillez? Alors non, pas du tout. Au contraire, on le conseille même parce que là, on vient de voir une enquête assez fabuleuse, mais je pense que Victor et ses élèves ont vraiment consacré un temps énorme. Alors c'est à la fois fabuleux, hein, mais c'est pas toujours le cas. On trouve pas toujours parfois de descendants ou les archives qu'on a sont très peu nombreuses. Donc on peut partir sur plusieurs déportés, plusieurs en faisant des groupes dans la classe, bien sûr. Ça, c'est vous qui nous dites. Et moi, maintenant, j'ai accès, comme j'ai un mi-temps depuis cette année, donc j'ai épluché toutes nos sources. Là, je me disais, Victor, il y a sûrement un dossier de spoliation que je peux trouver au mémorial de la Shoah, c'est sûr. Donc voilà, maintenant, je suis en train de défricher tous les dossiers de spoliation. Et moi, maintenant, j'aide davantage, hein. Donc oui, oui, bien sûr, vous pouvez travailler sur plusieurs déportés. Ça peut même être sur une famille, en fait, hein. Donc là, il y a une collègue qui m'a demandé de travailler sur une famille avec des dossiers un petit peu différents, donc c'est possible aussi. Merci. Et après, et voilà, c'était des remarques. Bravo. Bravo à vous toutes et tous de mettre au jour ces vies tellement précieuses. Oui, comme on voit, vous étiez donc actrice. Donc, je pense, Yasmine et Elia, avez-vous sans doute pu vivre l'histoire. L'histoire n'est jamais figée. Elle vous a embarqué. Oh, Manuel, bravo. Oui, oui. Et on voit ce côté rendre les élèves acteurs, à quel point ça peut être motivant. N'hésitez pas à poser vos questions et si vous voulez ouvrir votre microphone et commenter ce que vous avez vu ou poser votre question, n'hésitez pas. Vous avez possibilité de lever la main si vous voulez prendre la parole aussi. En attendant, je vous ai mis dans la conversation donc des liens vers les ressources, donc justement les productions, donc la biographie et puis la production finale. Et je peux aussi peut-être vous mettre le lien vers le Geniali. Mais comme dit, et après on vous transmettra tout ça aussi, hein. Oui. Donc Sophie qui était avec nous, donc avec la groupe maternelle, était venue à Sopot, donc bravo pour le fabuleux projet. Merci Sophie, merci beaucoup. Alors, D'enseignants. donc, Alors, du nombre d'enseignants, c'est ça qui participent au projet et de classes par an. Alors, en France, on est là. Attendez, je vais vous ouvrir sur la base de données parce que j'ai aussi des inscriptions là pour déjà pour l'année prochaine, mais cette année, on est donc 23-24.
On est à 117 projets, donc pour certains, il y a beaucoup plus de biographies. Et si j'enlève les projets, alors il y a 2 projets trinationaux, en fait. Allez, on est à peu près sur 90 projets en France et une vingtaine de projets qui sont des projets binationaux où là, le lycée français de Düsseldorf a demandé à faire le projet sans lien. Donc après, on a aussi des collègues qui, à l'étranger, veulent faire le projet seuls. Donc c'est bien sûr, c'est totalement possible. Nous, on essaye au maximum de les relier. Et on a une collègue là d'une université qui est prof dans une université américaine et qui a eu envie de travailler avec des collègues français. Donc elle est dans des projets, bi ou trinationaux de déportés qui ensuite, ou dont les familles ont, c'est le cas de Victor, hein, ont été vivre aux États-Unis. Donc elle est dans l'après, la vie après, et c'est aussi intéressant en fait. Si je peux redire quelque chose pour essayer de convaincre les professeurs qui hésitent à se lancer. En tant que prof, c'est vraiment une belle opportunité de travailler autrement et aussi de voir les élèves sous un autre jour parce qu'on sort un petit peu du cadre vraiment de la classe. Là, en tout cas pour ma part, on était en petits effectifs. Ça crée vraiment des liens tout au long de l'année et puis ça nous embarque, je crois que c'est toi qui disais Stéphane, dans une enquête policière, là, dans une enquête Oui, historien, ça permet vraiment d'initier les élèves au travail de la recherche et c'est vraiment une formidable expérience. Et la preuve, c'est que ces 2 élèves qui sont avec moi aujourd'hui, en fait, elles sont plus au lycée parce qu'elles étaient en terminale l'an dernier, donc je les retrouve aujourd'hui. Donc ça montre que ça crée aussi des liens. C'est une belle ouais. expérience à vivre en tout cas. On retrouve cette idée aussi de communauté dans e-tuning. Alors, Tiffany, je pense que Tiffany, elle est motivée. Est-ce que vous pensez que c'est accessible à des troisièmes ou des terminales, c'est mieux? Mais je pense que Claire, tu fais avec des Ah mais troisièmes. oui, moi je suis en troisième, hein, donc moi je le fais avec des jeunes. Bien sûr que c'est accessible, hein, sans problème. Il faut davantage les accompagner, en fait, parce que ben, les documents d'archives, c'est compliqué, parce que sur le contexte, moi je fais beaucoup d'encarts dans les biographies sur le contexte, mais c'est passionnant. Et alors c'est vrai, là, en fait, tout est possible. Du petit club, là, moi cette année j'ai fait un club. D'habitude, on travaillait en classe entière avec ma collègue, mais on a, nous, 1 heure en plus par semaine, donc parce que sinon, c'est compliqué. Ce que disait Victor, c'est très chronophage. Au lycée, il y a des collègues qui le font en EMC également, hein, et qui rattrapent cette thématique-là, et parfois même en seconde, hein. On a des collègues qui commencent en seconde, donc c'est possible aussi. Et après, tout est possible, hein, d'un petit groupe à une classe entière, sans problème. Et en troisième, oui, oui. Et là, moi, je peux vraiment vous accompagner sans problème. Oui, oui, Tiffany. Tu as juste à Oui, ouvrir. Voilà. vous m'entendez? C'est bon? Oui, merci Oui, beaucoup pour ces réponses. Oui, parce qu'en fait, l'année prochaine, je vais déjà faire un projet sur la mise en musique de certaines lettres du Veldiv. Et pour compléter ce projet, on va visiter le centre, le camp de concentration de Drancy. On va faire un tour à Bobigny, à la gare de Bobigny. Et en fait, je me suis dit, bah, peut-être que travailler sur un déporté de Drancy, ça pourrait être pas mal pour compléter justement ce bien petit sûr. projet. Alors, si Mm. vous travaillez sur les lettres, vous connaissez peut-être les suppliques, qui sont ces lettres qui ont été adressées au maréchal Pétain. Une des suppliques, Oui. c'est Laurent Joly qui a travaillé là-dessus, et a été écrite par une des déportées du convoi 77. Il y a une pièce de Ah, théâtre là, hein, ok. c'est Charlotte Lewin. Et il y a un Ok. atelier aux archives de Pierre Fitte là-dessus. Alors, D'accord. malheureusement, la biographie de Charlotte Lewin a déjà été Allez. réalisée. Ah, ok. Non, mais Euh, c'est toujours intéressant Ah ben oui, pour parce compléter. que mais Ouais. complètement. Et des déportés du convoi 77, moi j'avais travaillé sur les Ocônes et il y a des lettres de Drancy. Donc bien Ok. sûr, ça c'est tout à fait possible, et au contraire, et ça donnerait, enfin ça incarnerait Ah oui. encore plus, hein, bien Mm. sûr.
Oui. Il faudrait que je regarde, moi, dans les lettres de Drancy. Comme ça, j'ai pas de lien direct, mais on peut bien sûr voir enfin, chez beaucoup de déportés, il y a des lettres, parce que certains sont Oui. restés plusieurs semaines à Drancy. Donc, ouais, c'est un super projet. Si vous vous engagez dans le projet, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, le Mémorial de la Shoah de Paris ouvre des ateliers spécifiques et sort les archives Oui, spécifiques. j'ai noté. Voilà. J'ai noté. Et donc, ça, il faut écrire tout de suite parce qu'il y a, enfin, il y a D'accord. pas énormément de Oui, il y place, a mais beaucoup ça, de c'est demandes. possible. Ouais, bah oui. Ouais. Mm, mm. Ok, merci beaucoup. Mais vous m'écrivez, Stéphane, tu peux mettre mon adresse mail et puis moi, je peux voir avec vous, on peut affiner la recherche pour D'accord. savoir Ok, sur quelle déportée, tout ça, sans problème. pas de souci. Merci beaucoup. Oui, je viens de mettre l'adresse, le contact de Victor. Et Claire, tu préfères que je mette ton adresse académique, c'est mieux? Ou peu Non, 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 importe? non, mon adresse perso, ou Oh, même oh, ok, l'adresse peut-être du convoi, c'est CP. Bon, sinon, bon, mais même mon adresse en orange, ça oui, pose pas de problème, hein. Ouais, ouais. Non, non, ça d'accord. pose aucun problème. Et il y avait une question de Francis. Donc, est-ce qu'il y a des classes? Est-ce qu'il y a des classes? Sur la Voilà. Est-ce qu'il y résistance. a des classes différentes? Non, est-ce qu'il y a des classes différentes qui travaillent sur la même biographie sans être en contact? Il me semble que l'idée, Non, c'est que, non, non. voilà. Ça, l'idée, c'est vraiment que si on s'engage dans une bio, on donne pas à quelqu'un d'autre la biographie à faire, hein. Non, non, je pense que là-dessus, non, non, c'est toujours, sauf si c'est un projet binational, effectivement, où là, c'est différent. Mais sinon, une classe travaille sur une biographie. L'idée, c'est quand même de finir toutes les biographies. Alors, il y avait une question sur la résistance. Oui, et alors en plus, on me demande là, il y a un copain qui travaille pour le journal, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, les chemins de mémoire, qui me demande justement un article pour septembre d'un collègue qui s'engagerait sur un résistant. On a beaucoup de des résistants dans le convoi 77, donc j'ai encore des dossiers de résistants là. Donc là, pour le coup, il y a d'autres archives et qui ont été homologuées. Donc oui, vous pouvez vous engager sur un résistant. Souvent, d'ailleurs, alors c'est pas forcément des FTP-MOI, il y en a, il y a beaucoup de résistants étrangers. Mais enfin bon, il y a tous les réseaux en fait. Donc, et là, il y a des archives. Et moi, je peux aller les chercher pour vous à Vincennes également, pour les dossiers de résistants en fait. Donc là, il y a des choses assez intéressantes. Alors sur Nancy, là, j'ai vu, mais j'ai pas bien compris. En fait, sur Nancy, on est en train d'essayer de s'implanter justement parce qu'on a pas mal de déportés qui étaient originaires de Nancy, mais j'ai pas vu la question en fait. Attendez, je regarde. Et je pense que c'est la même question. Ah oui, Est-il envisageable de travailler sur le rôle de la résistance et notamment sur un policier qui avertit les familles? ah alors bah, oui, vous pouvez vous, mais c'est plus notre projet là. Hmm, Par contre, ce que peut être notre projet, et c'est un peu l'idée aussi, c'est que ça peut être une matrice. C'est-à-dire une fois que vous avez fait ce qu'a fait Victor, vous savez où sont les archives, vous avez travaillé, après vous pouvez travailler sur d'autres choses. Là, on serait hors cas du projet, et si vous faites ça, ben, demandez conseil à Laurent Joly. Il est hyper accessible. Enfin, moi, je peux même vous mettre en contact avec lui, il sera de bon conseil. Des déportés d'Avignon ou des alentours. Alors en fait, si vous allez sur notre site, c'est le mieux. Vous allez, il y a un onglet, donc les déportés, et dedans, il y a un petit rectangle sur lequel vous pouvez mettre, là je vais regarder Avignon, mais dans mon souvenir, non. Avignon, non, on n'en a pas. Mais vous pouvez mettre le nom des villes, le nom des départements. Donc si vous allez dans l'onglet les déportés, tous les déportés, là vous pouvez, en fait, il y a des filtres. Donc vous pouvez tout à fait mettre le nom des villes. Bon, et dans le sud, on est plutôt sur Nice. Là, il nous reste encore des déportés, Marseille, Montpellier. Tout a été fait. En fait, on a eu plein de collègues de Montpellier parce que j'ai fait une visio là-bas, enfin avec l'inspectrice, et tout a été pris. Donc, mais alors voilà. Après, on peut imaginer que vous ne travaillez pas sur un déporté où est votre établissement, mais sur une thématique, une femme. Enfin voilà, ça peut être ça également. Alors le financement, alors ça je peux vous aider moi aussi.
si vous lancez dans ce projet, donc il y a plein de financements possibles, dont la Fondation de la mémoire de la Shoah, qui connaît très, très bien notre projet. Bon, je suis moi dans l'équipe qui valide les projets, donc je sais qu'on en voit passer tous les ans. Pour un quart du budget, ça peut être financé par la fondation, hein, c'est pas le mémorial. Donc la FMS, la DMCA, le ministère des Armées, qui finance à hauteur de 650 €. La Fédération Maginot, si vous vous déplacez dans un lieu de mémoire, qui est partie prenante également. La DILCRA. Alors la DILCRA, c'est des dossiers, mais tout ça, moi, je peux vous aider à les monter, hein, je peux vous envoyer les miens. La DILCRA, le problème de la DILCRA, c'est que en fait, les financements arrivent, la réponse au mois d'avril, donc c'est souvent tard. Ce qui n'est pas le cas de la FMS, ce qui n'est pas le cas de la DMCA, ni de la Fédération Maginot, ni du Souvenir français, où là, les financements arrivent plus vite. Et si vous faites un projet artistique, ce qui a été le cas, n'oubliez pas les DRAC et DAC également. Plus, alors bon, après, le Pass Culture, on a par exemple un historien qui a fait la BD que vous connaissez peut-être, Isidore et Simone. Donc, c'est sur la résistance juive. Et en fait, le scénariste travaille avec nous et lui, il est dans Pass Culture. Donc, lui, il me dit, mais moi, je peux très bien accompagner une classe sur la recherche historique. Et c'est un ancien journaliste en plus qui est vraiment génial. Et puis, bon, et bien sûr, il a travaillé avec un dessinateur. Donc, ça, c'est possible aussi. Et ça rentre dans Pass Culture. Donc là, c'est pour le coup, on a un financement possible aussi. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je ne vois pas d'autres questions arriver, donc je vais arrêter l'enregistrement, je pense. J'en profite pour remercier à nouveau donc Claire d'être là, de présenter l'association, et puis un grand merci à Victor, à Elia et Yasmine pour avoir partagé votre projet, tout votre travail. C'est vraiment passionnant et émouvant de voir ce que vous avez accompli. Ouais. Merci Stéphane. Et oui, bien sûr, il y avait une question, là, Oui, revenez vers moi. oui, N'hésitez oui. pas à m'envoyer des messages. Et merci, merci Stéphane, hein, vraiment, et eTwinning. Merci Victor aussi d'avoir Avec plaisir partagé et ce merci. superbe travail. Merci de nous avoir donné cette opportunité et merci eTwinning parce que sans le séminaire Assopod, je pense qu'on n'en serait pas là. Donc, il faut renouveler Stéphane dans une autre ville européenne. Oui. On y travaille, oui. Donc, oui, il y a des possibilités, oui. On va trouver, oui. Parce que c'est vrai, ce qu'on a pu voir, c'est que on est vraiment, on se retrouve ces mêmes valeurs qui sont à la fois pédagogiques, de citoyenneté, bien sûr, parce que on porte, eTwinning, on porte des valeurs de citoyenneté européenne, mais aussi des valeurs pédagogiques, rendre les élèves acteurs, de créer des productions sur des supports variés. Donc, en fait, on a un partenariat qui est naturel. Alors, voilà, donc j'arrête l'enregistrement. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Oui, exactement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de construire une histoire européenne commune. Tout à fait. C'est vraiment aussi le but de eTwinning.